Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons des clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui, on fait ça avec DNCA, c'est un webinaire qu'on met en place tous les mois avec DNCA. Et là, c'est un point très important parce que tous les trimestres, on va faire un point avec un gérant de chez DNCA. D'habitude, on a l'habitude de recevoir Benjamin Leneutre sur ce sujet-là, qui est plutôt côté commercial. Et là, on a vraiment une personne, donc je vais vous présenter juste après, mais on a une personne qui est vraiment qui est un gérant donc, de chez DNCA. Donc, on va aborder le point marché avec DNCA, et puis la gestion pilotée et le fonds évolutif aussi, dont Augustin Picandard est gérant et qui est avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes ravis de vous recevoir, Augustin, donc gérant du fonds évolutif de chez DNCA, pour nous présenter donc les points macro, votre fonds et différents points. Après, avec Benjamin Leneutre, nous parlerons de la gestion pilotée chez Generali. Euh, alors, avant de discuter, je voulais vous faire un petit rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. Bourse Direct est un prestataire en service d'investissement. Nous faisons la RTO, c'est la réception-transmission d'ordre pour nos clients, et l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour vos comptes et les avoirs de nos clients sur les comptes titres ordinaires, PEA, PEA PME et PEA jeunes. À côté de ça, nous sommes COA, c'est-à-dire courtier en opération d'assurance. On est immatriculé à l'ORIAS, ce qui nous permet de proposer des contrats d'assurance vie et des PER. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose la gestion pilotée de DNCA dans le contrat BD Horizon, qui est le contrat de chez Generali. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil sur tous vos autres, sur l'allocation d'actifs, mais aussi sur l'optimisation, l'organisation de votre patrimoine, le choix de produits et toutes ces choses-là. Donc, deuxièmement, nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir seulement la performance passée ou la défiscalisation. Ici, il n'y a pas de problème de défiscalisation, mais pour unique, les performances passées, pour unique motivation de souscription. Et il faut toujours comprendre les produits dans lesquels on investit. Et c'est pour ça que j'essaye de faire des points, des webinaires réguliers et de rappels pour voir les gérants derrière, parce que c'est très intéressant de comprendre dans quoi on investit. Et quand on a compris, eh ben, on est des investisseurs longue durée, et sur les marchés financiers, la durée, c'est la chose presque la plus importante qu'il faut comprendre. Euh, Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions et avantages et risques dont on va vous parler d'ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au prospectus, au DIC, aux lettres de gestion, aux commentaires de gestion que nos gérants font pour prendre une décision finale d'investissement. Comme toujours, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures ou à venir. Et pour finir, nous allons faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant la durée du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On va essayer de répondre, de couper, d'essayer d'interagir. Et sinon, on reprendra toutes les questions à la fin du webinaire pour celles qu'on n'a pas répondu. Alors, nous sommes ravis de te recevoir, Augustin, et puis après Benjamin qui est aussi avec nous, mais qu'on ne voit pas sur la caméra. Donc, Benjamin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Juste pour un petit check quand même, sur le côté. Juste un petit oui sur le... Oui, super, merci beaucoup. Donc Benjamin, je vais te laisser défiler le slide. Donc tu es gérant chez DNCA sur le fonds évolutif et évolutif PEA aussi. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous faire un petit point macro sur ce que DNCA pense des marchés financiers, ce qui s'est passé
Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation sur votre écran, mais ce que je vous propose, c'est faire un point macro dans un premier temps, puis un petit point sur le positionnement du marché, ce qu'on pense du marché, les différentes classes d'actifs, puis un point plus spécifique sur le DNCA évolutif et DNCA évolutif PEA. Je vois qu'un commentaire nous dit qu'on ne voit pas bien la présentation. Je ne sais pas si... Alors, il faut un écran plus grand. Vous avez des boutons aussi pour grossir individuellement le zoom avant, zoom arrière. Et vous pouvez ne pas nous afficher nos têtes, mais afficher le document pleinement en faisant juste après ajuster à la zone de présentation. Parfait, merci pour ces rappels. Alors, le scénario pour 2023 chez DNCA. Alors, autant en 2022, le risque numéro un, c'était l'inflation. On va y revenir plus spécifiquement après. Autant pour 2023, le risque du marché, c'est plutôt le ralentissement et la récession en 2023. Savoir que c'est la récession la plus attendue quasiment depuis plus de 20 ans. Donc, ça fait un an qu'on attend la récession, que les spécialistes, les économistes, les stratégistes prévoient une récession assez forte aux États-Unis et en Europe. Pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Nous, notre scénario, c'est qu'elle n'aura pas lieu en 2023, donc on est plutôt constructif. Je reviendrai après pourquoi. Mais là, je vous ai mis les prévisions du FMI, qui sont généralement des prévisions plutôt réalistes et plutôt pessimistes, hein. Le FMI ne met pas des prévisions trop optimistes. Donc, vous voyez le scénario sur lequel on adhère pour 2023, c'est une croissance aux États-Unis de 1,4, une croissance modérée en zone euro de 0,7 et une croissance en Chine qui repart avec l'effet de reopening de 5,2. Alors pourquoi on ne voit pas de récession brièvement en 2023? Tout simplement parce qu'on a un rebond du revenu disponible en Europe et aux États-Unis, lié avec une baisse de l'inflation, qui sera graduelle sur 2023. On a une vigueur du consommateur occidental et du consommateur notamment américain. Le consommateur chinois devrait prendre le relais à partir du deuxième semestre 2022. Il suffit de voir les résultats de LVMH aujourd'hui pour vous expliquer que le consommateur occidental et le consommateur asiatique a toujours une envie frénétique de consommer. On est sur des niveaux de croissance de l'ordre de 30% au Japon et de l'ordre de 15 à 20% en Europe sur certaines divisions de LVMH. On est aussi dans un environnement où le chômage il a diminué, le chômage il est au plus bas historique. On est au plus bas historique depuis les années 60 aux États-Unis. On n'a pas d'inflexion du chômage et donc on n'a pas de spirale prix-salaire qui s'emballe aux États-Unis et en Europe. Donc on n'a pas ce scénario d'inflation incontrôlée qui s'embraye en Europe et aux États-Unis. Donc c'est plutôt rassurant pour l'économie et l'économie mondiale. Et comme je vous le disais, la réouverture de la Chine qui sera un gros moteur de la croissance en 2023. Alors, on peut voir sur ce slide les enquêtes PMI, donc c'est des enquêtes d'activité économique, pour faire très simple, dans les différentes zones, que ce soit la zone euro ou les États-Unis. On voit que depuis la fin d'année 2022 et 2023, on est repassé, sauf en Chine, et on y reviendra après, en position d'expansion. C'est-à-dire que quand on est au-dessus de 50, votre activité économique est en croissance. Donc vous voyez, il y a eu un coup de moins bien l'année dernière, à peu près au niveau de l'été et à la rentrée où on avait le prix du gaz et le prix de l'électricité, le prix des matières premières d'une manière générale, qui a énormément pesé sur le consommateur, sur les industriels, sur les enquêtes d'opinion. Donc on a eu des enquêtes PMI qui ont baissé, mais qui se sont repris depuis à peu près septembre 2022, sous l'effet et la baisse très très impressionnante des prix du gaz, des prix de l'énergie, notamment en Europe. Vous voyez sur le slide suivant, ce slide sur la Chine, que le rebond du PMI, il est spectaculaire. Il faut savoir que le PMI, donc l'activité en Chine, est au plus haut depuis 2012. Certes, vous avez un effet de rattrapage qui est puissant, qui est important, mais des signaux que l'on a de la part des entreprises que l'on a en portefeuille, que l'on rencontre régulièrement, nous expliquent que selon eux, que ce signal, cette reprise, elle est pérenne, elle est solide, et c'est vraiment une tendance de fond et qui devrait perdurer sur toute l'année 2023. Donc un moteur très important sur la reprise de la croissance économique mondiale. Ici, vous voyez qu'aux États-Unis, l'emploi est rassurant. C'est-à-dire que ce que je vous expliquais, hein, on est dans un niveau de chômage le plus bas depuis les années 60. On n'a pas de boucle prix-salaire qui s'est emballée. C'est-à-dire que les salaires ne se sont pas emballés aux États-Unis et en Europe. Donc pour les entreprises, on est dans un environnement plus sain pour leurs marges.
la compétitivité s'améliore et vous voyez que le nombre d'emplois encore disponibles aux États-Unis est relativement important. Alors, ça complique un peu, la tâche de la Fed, on y reviendra après quand on parlera d'inflation, mais on ne peut pas avoir une récession forte, ou en tout cas une récession importante, tant que le chômage est aussi bas. Alors, peut-être qu'on aura une petite récession technique d'ici la fin d'année aux États-Unis, mais elle sera d'une importance très, très relative vu la vigueur du marché du travail américain et surtout du nombre d'emplois disponibles et encore disponibles et non pourvus sur le marché américain. Alors l'inflation, donc c'était le sujet 2022. Alors 2023, les marchés sont beaucoup moins préoccupés sur l'inflation. On atteste le chiffre d'hier. Aux États-Unis, on a 5,6%, plus 5,6% d'inflation sur le mois de mars. Alors il faut savoir qu'on vient de 9,1. Donc toute cette baisse, elle a été graduelle depuis le mois de novembre. Néanmoins, elle s'explique principalement par la baisse du prix des matières premières, le gaz, le pétrole aux États-Unis. Donc, on a une inflation qui diminue par rapport au pic de 2022, de novembre 2022. Mais il faut savoir que l'inflation core ou l'inflation sous-jacente, quand on extrait le prix des matières premières et le prix de l'alimentation, reste élevé. On est à 5% au mois de mars aux États-Unis. Donc, toute la question maintenant de savoir si cette inflation, elle va rester élevée sur l'année 2023 et quel va être le point d'atterrissage. Le marché nous dit l'inflation, le point d'atterrissage aux États-Unis, on est entre 3 et 3,5. Nous, on a tendance à penser qu'on sera effectivement entre 3 et 3,5. On est en accord avec le marché. Donc la question est de savoir si en 2024, l'inflation continue à diminuer ou si elle reste à un niveau de 3, 3,5, auquel cas, l'essentiel du mouvement sur les taux longs, donc les taux d'intérêt des pays américains, des États-Unis et de l'Europe, est-ce que l'essentiel du mouvement à la baisse, il est fait ou pas? Si on reste sur un niveau d'inflation à 3%, selon nous, l'essentiel de baisse du mouvement des taux longs est effectué et on n'a plus de valeur sur la partie longue de la courbe aux États-Unis et même du coup en Europe. Vous voyez de l'inflation, le sujet il va être important d'ici la fin de l'année, voir le niveau d'atterrissage. En revanche, on devrait avoir séquentiellement, par des effets de base, l'inflation qui devrait diminuer mois après mois, que ce soit aux États-Unis et en Europe. En termes de réaction boursière, c'est intéressant de noter que le mois dernier, l'inflation était un petit peu aux États-Unis, un petit peu plus élevée qu'attendu, même en Europe. Le marché n'a pas bougé sur les marchés financiers, que ce soit sur le niveau des taux ou les marchés actions. Ils ont très très peu bougé sur le chiffre du mois de février. Pareil, hier, hein, le chiffre d'inflation, il était plutôt optimiste parce qu'il était en deçà des attentes des économistes. Le marché n'a très très peu bougé. Pareil, peu de variations sur cette publication de chiffres. Quand l'année dernière, vous aviez des mouvements de plus de 2 à 3% dès que vous aviez 0,10, 0,20 en trop sur le chiffre d'inflation. Donc ça vous montre que maintenant, le marché il a intégré que l'inflation allait diminuer, mais toute la question va être de savoir fin 2023, début 2024, où est le niveau de l'atterrissage sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire quand on enlève le prix effet matières premières et l'alimentation. Sur les banques centrales, avant de vous donner et parler du fonds et de vous donner un petit compte rendu et un petit bilan justement de notre lecture macroéconomique, les banques centrales, nous, ce que l'on anticipe, c'est au niveau de la Fed, encore une hausse de 25 BP. Donc on devrait s'inscrire dans la fourchette 5,25 sur la prochaine réunion qui sera début mai, entre le 2 et le 3 mai. L'essentiel de la hausse, elle est faite, selon nous, aux États-Unis. En Europe, on a un petit peu de retard, mais selon nous, on a peut-être encore 50 BP à attendre. Ça dépendra des prochains chiffres. Il faut savoir que les banques centrales se sont mis maintenant dans un mode data dependence. Qu'est-ce qu'on appelle data dependence? C'est que les chiffres macro, la lecture des chiffres macro que l'on a quasiment tous les jours, toutes les semaines aux États-Unis et en Europe, ont une influence très très importante sur la politique monétaire. Le pic restrictif, selon nous, il est fini. Donc voilà, on avait un vent de face en 2022 sur les marchés financiers. C'était les banques centrales qui vont être restrictives. Cette année, je ne vais pas vous dire que ce sera un vent dans le dos. En tout cas, ce sera plus un vent de face. Donc pour les marchés, c'est plus une menace. Les banques centrales ne sont plus une menace. Le marché va peut-être un peu vite, c'est-à-dire qu'il inscrit peut-être une baisse trop rapide dans la deuxième partie de l'année de la Fed, à peu près 50 BP, entre 50 et 75 BP. Ça, selon nous, c'est peut-être un peu trop agressif. On pense on restera sur un plateau entre 5 et 5,25 sur les taux directeurs de la Fed et nous, on n'attend pas de baisse de la part de la Fed avant 2024. A contrario du marché qui attend déjà une baisse à partir de novembre 2023. Voilà peut-être le petit point de désaccord que l'on a avec le marché.
peut-être des risques de déception qu'on pourrait avoir sur la deuxième partie d'année. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller selon les datas macroéconomiques. Donc, en résumé, euh, avant de parler du positionnement du fonds et de DNCA évolutif et évolutif PEA, notre lecture de l'environnement macroéconomique. On aura une croissance en 2023, pas de récession. La croissance elle devrait rester réduite dans les pays occidentaux, euh, pour les raisons dans lesquelles je vous ai expliqué, à l'exception de la Chine, qui elle devrait profiter de la fin des mesures des restrictions sanitaires, du reopening et vraiment de la volonté du consommateur chinois de reconsommer de manière, de revoyager et de reconsommer de manière assez agressive. L'inflation, l'inflation de base, donc, ce que je vous expliquais, l'inflation sous-jacente, on anticipe un point d'atterrissage à la fin d'année d'ici au niveau de 3%, entre 3 et 3,5%. Donc à surveiller, il faudra qu'on surveille les matières premières. Ce qu'a fait l'OPEP Plus la semaine dernière sur une baisse de la production, ça a été un élément qui n'était pas trop apprécié par le marché parce que inattendu. Donc à surveiller les prix du gaz, le prix des matières premières, le prix du pétrole, qui pourraient redonner des chiffres d'inflation assez élevés. Selon nous, on ne devrait pas être sous les 3% sur l'inflation sous-jacente d'ici la fin d'année. Les politiques monétaires, donc fin des tensions sur le marché du travail, la fin des tensions sur le marché du travail, elle va conditionner le changement de cap des politiques monétaires. Ceci dit, selon nous, 2023, on n'a plus de vent de face, c'est plus une menace pour les marchés. On n'est plus dans une politique restrictive, on aurait pu être sur une politique restrictive pour la fin 2023. L'essentiel du pic est fait. Les politiques budgétaires, pareil, toutes les politiques budgétaires expansionnistes que l'on a eues en 2020-2021 devraient se terminer. Maintenant, on ne va pas rentrer dans une logique orthodoxe, hein, donc restrictive, mais pareil, ce sera plus trop un vent dans le dos. Donc, qu'est-ce qui va driver les marchés selon nous? Les marchés financiers actions. Maintenant, c'est vraiment la progression des BPA, donc les bénéfices par action, donc la croissance des entreprises. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant pour les stock pickers que nous sommes, c'est qu'on a eu pendant 10 ans des marchés qui ont été déformés par la baisse des taux. Donc, on avait des marchés qui allaient dans le même sens avec la baisse des taux, on achetait des durations longues, quasiment à peu près les mêmes valeurs, des mêmes valeurs de croissance. Maintenant, on retrouve il faut faire beaucoup plus de sélectivité dans le stock picking et vraiment faire du stock picking comme on nous l'a appris, comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire choisir des entreprises parce qu'elles ont des croissances bénéficiaires en hausse. Et ça, c'est tout le métier du gérant qui reprend beaucoup plus son sens par rapport à la gestion passive ou la gestion plus benchmarkée ou plus duration longue que l'on a connue sur ces 5 dernières années. J'ai une petite question. T'as pas du tout parlé du risque systémique sur les banques. On a vu Crédit Suisse, UBS actuellement. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est déjà derrière nous. En Europe, ça a été fascinant de voir qu'une institution comme Crédit Suisse, qui a plus de 150 ans, a disparu en un week-end. Le marché l'a digéré. Le marché l'a digéré pourquoi? Parce que finalement, ça a été bien géré de la part du réglementaire, du gouvernement. Il faudra voir, hein, c'est sûr, il faudra voir comment ça va se passer. L'onde de choc, elle a été plutôt sur les marchés plus techniques, sur les AT1, les COCO, donc les titres hybrides de subordonnés bancaires, donc d'obligations bancaires. Mais finalement, toutes ces obligations bancaires ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc en Europe, on a l'impression que la crise a été effacée. Aux États-Unis, pareil, hein, il suffit de voir les niveaux des indices, même l'indice bancaire américain, il est quasiment à quelques pourcentages au niveau d'avant-crise. Alors pourquoi nous, on est peu parlé? Parce que c'était un phénomène qui était très lié aux banques régionales, très spécifique. Nous, on ne voit pas du tout de risque sur les dépôts. Donc sur l'épargne américain, sur le côté systémique, on ne le voit absolument pas. La Fed a été très très réactive, le gouvernement a été très réactif. Donc ça a été vraiment quelque chose spécifique aux banques régionales américaines. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que le marché a eu la faculté de finalement passer à autre chose très très vite. Il y aura peut-être des répercussions sur les conditions de crédit. Moi, je pense que les répercussions qu'on pourrait avoir, c'est plutôt sur l'immobilier commercial aux États-Unis, parce qu'on avait déjà des tendances de fond un peu compliquées sur le télétravail, sur à peu près entre 60 et 70% finalement de l'immobilier commercial qui est occupé aux États-Unis. Ça, c'était avant la crise. Le télétravail a accéléré ces taux de vacances. Et beaucoup de bureaux étaient financés par les banques régionales. Donc, on pourrait avoir, au moment des renégociations qui font entre 3 et 4 ans maintenant, d'ici 3 à 4 ans, un mur de renégociation sur l'immobilier commercial américain, on pourrait avoir
peut-être un peu plus de secousses, mais on a à peu près 3-4 ans tranquilles, notamment aux États-Unis, sur cette partie-là, sur cette classe d'actifs. Et je ne vois pas la Fed, je ne vois pas les autorités, en tout cas, laisser ce problème et se répercuter à l'ensemble de l'économie. 2008 a été vraiment terrible pour les économies avancées, les économies occidentales. Il y a des garde-fous aux États-Unis, la Fed est très réactive, le gouvernement est très réactif. Donc, je ne dis pas qu'il faut minimiser ce problème, mais quand je vois la réaction des marchés, la réaction des taux, la réaction des marchés équivalents, donc peut-être hybrides bancaires, on a déjà effacé la crise, je suis relativement constructif. C'est assez, effectivement extraordinaire la réaction des États-Unis et les marchés s'est passé comme. Et il y a UBS qui est disparu, quoi. Alors, Crédit Suisse Crédit Suisse qui a qui a disparu, disparu. c'est quand même dingue. Exactement. Donc, on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, on a eu ça aux États-Unis, hein, on a eu l'emballement médiatique, a fait qu'en 48 heures, une banque capitalisée plusieurs milliards de dollars a disparu. Mais voilà, on voit qu'on a des garde-fous en face et que finalement les dépôts sont déplacés vers les banques les plus solides, hein, les JP Morgan, les Goldman, les Citi. Donc on a eu juste un transfert des dépôts, une partie des dépôts, avec une garantie de la Fed et du gouvernement qui a été très efficace. Alors, je vous vois bien très positif, là, quand même, sur les marchés, sur une optimisation Oh, ainsi de construction. Moi, oui, je suis un boursier, je suis toujours optimiste. voilà, vous avez raison. Mais ça m'a fait penser à une. Donc, effectivement, je sens que c'est un marché de gérance, là, on va avoir beaucoup de fluctuations, c'est-à-dire qu'on va avoir des marchés qui risquent d'être assez positifs, mais avec une variation sur des mauvaises nouvelles, guerre en Ukraine, des prix des prix sur le pétrole qui est une hausse, ce qu'on a vu, et donc ça arrive de faire baisser les marchés, mais avec un fond assez constructif. Ça me fait penser, je crois, à l'année 1994, mais là je fais un peu le vieux, où je crois que les marchés avaient fait plus 17, moins 17, plus 17, moins 17, D'accord. et c'est ce qui avait été une excellente année pour les gérants Ouais, actions. Pour les gérants actions, donc c'est un peu, exactement. On retrouve notre métier de stock picker. ouais, Donc, donc c'était de revenir là-dessus, effectivement, de retrouver sur le métier de stock picker. Et là-dessus, les gérants, c'est vrai qu'ils sont plutôt meilleurs que les particuliers, je dois dire, parce que vous prenez bien les tendances. Eh bien, alors, hein? et que la gestion passive. C'est pour ça que j'ai mentionné la gestion passive, les Voilà. ETF, où vraiment vous suivez un marché. Et là, l'idée, une journée comme aujourd'hui est intéressante, hein. Il suffit de voir que à peu près le CAC il a fait plus 1,1 en moyenne, enfin en moyenne, ou en 18 à peu près. Il faut savoir que quasiment 100% de la hausse, allez, 90% de la hausse d'aujourd'hui, c'est 5 valeurs. C'est du LVMH, c'est du Hermès, c'est du L'Oréal, un peu Kering qui a aidé. Donc on est vraiment sur un marché de stock picking et qui est passionnant parce que pour nous, c'est quelque chose d'intéressant de retrouver vraiment les bonnes thématiques, retrouver les valeurs qui ont des croissances bénéficiaires et ce qui surfe sur des tendances long terme structurelles. Et c'est quelque chose qui redevient, enfin, qui est passionnant en tout cas. Super. Alors maintenant, donc le fonds dont tu gères, là, comment ça se. Alors DNC évolutif. Alors, l'avantage d'un fonds comme évolutif, je vous rappelle, évolutif, c'est un fonds action et un fonds obligation. Hein, c'est un fonds flexible. La poche action, elle évolue entre 30 et 100%, la poche obligation entre 0 et 70. Donc, c'est un fonds flexible, patrimonial, diversifié. Voilà, c'est les définitions qu'on a généralement sur ce genre de fonds. Il faut savoir que l'année 2022 a été compliquée pour ce genre de fonds, puisqu'on a perdu sur la poche action et on a perdu sur la poche obligataire. Ça s'appelle les fonds 60-40 aux États-Unis. 60 actions, 40 obligations, pour faire simple. Il faut savoir que c'est la baisse la plus forte depuis plus d'un siècle sur cette classe d'actifs. Alors nous, pourquoi on est très positif pour 2023, c'est qu'on retrouve des moteurs de croissance, des moteurs de performance sur nos deux classes d'actifs. La première, c'est sur les obligations, on peut en parler, et la deuxième, c'est sur les actions, certaines actions, le stock picking. Donc on peut avoir deux, si on fait bien notre travail, deux moteurs de croissance assez importants pour 2023. Et l'avantage d'un fonds comme évolutif, c'est que nous pilotons l'exposition action selon notre scénario macroéconomique, selon nos attentes, selon les variations de marché, selon les valorisations. Donc en fait, vous avez un fonds tout-terrain qui est censé un peu lisser la baisse, c'est-à-dire que si la baisse du marché, on baisse plus d'un tiers, on a mal fait notre travail. Si on fait 2 tiers de la hausse, on a bien fait notre travail. C'est comme ça qu'on présente les fonds flexibles, qui avaient perdu un peu de leur dette de noblesse ces dernières années, puisque il fallait avoir que des valeurs de croissance, il fallait être investi, vous aviez les taux qui rapportaient rien.
Donc on avait peu de moteurs de croissance, peu de moteurs de performance, et on les retrouve cette année sur les obligations et les actions. Donc je me permets de passer un peu le sideshow. L'avantage d'un fonds comme Evolutive, c'est qu'on a un process, alors rapidement le process, c'est qu'on a un scénario macroéconomique dit top-down. Ce scénario macroéconomique nous permet de mettre le curseur sur les actions, les obligations ou le monétaire, en fonction des différentes attentes de rendement que l'on a sur les différentes classes d'actifs. Une fois qu'on a déterminé ce scénario, qui, comme vous l'avez entendu, est plutôt constructif, donc on aura plutôt un biais action, après, on voit comment on gère l'exposition action et après, comment on gère le reste qui n'est pas investi en action. Je vous présenterai le portefeuille après. Donc ça, c'est le premier pilier, hein, c'est le scénario macroéconomique. Le deuxième, c'est l'allocation tactique et stratégique. C'est là où on fait varier le curseur action. Donc, une guerre, un chiffre, un mauvais chiffre d'inflation, une élection qui se passe mal en Europe. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut protéger le portefeuille, on aime bien nos titres, on aime bien notre stock picking, mais qu'est-ce qu'on fait? On vend des futurs, on achète des protections à court terme pour essayer de ne pas prendre la baisse. Donc l'idée, elle est là, ça c'est le deuxième pilier, hein, c'est de savoir peut-être un marché qui est suracheté, qui est survendu, donc voir selon les tendances, où est-ce qu'il faut mettre le curseur action. Et la troisième brique, le troisième pilier, c'est l'approche bottom-up. Donc bottom-up, c'est quoi? C'est le stock picking, c'est notre analyse, c'est l'ADN de DNCA, on est des stock pickers, on rencontre plus de 150 entreprises par an, on connaît les managements, on connaît les meilleurs analystes, on a nos modèles, on compare en fonction des modèles d'analystes, on a cette proximité avec les managements depuis maintenant plus de 20 ans, donc voilà. Si on fait bien notre travail, on fait un métier de stock picker et on arrive à choisir les entreprises qui permettent d'avoir les meilleurs rendements bénéficiaires pour l'année en cours. Donc, vous voyez, trois piliers, l'approche macro, où est-ce qu'on va mettre notre allocation, les actions, les obligations, le monétaire, l'approche stratégique, où est-ce qu'on met le curseur action, est-ce qu'à court terme, à 1 mois, 2 mois, on baisse l'exposition action, et après stock picking, le cœur du portefeuille, comment on choisit nos valeurs. J'ai une question. Est-ce que vous voulez que. Comment entendez-vous SVP par une élection qui se passe mal en Europe? Alors, j'ai utilisé cet exemple parce que il n'y a pas d'élection importante en 2023, mais d'expérience, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Une élection en Italie, hein, c'est un peu la pièce en l'air. Qui va gagner? Est-ce que c'est les eurosceptiques? Voilà. C'était un exemple d'élection en Europe. C'est est-ce qu'à court terme, on ne vend pas un peu de risque action, donc est-ce qu'on ne couvre pas le portefeuille en vendant des futurs, en baissant l'exposition action sur une semaine, 2 semaines avant l'élection et après l'élection, histoire d'y voir plus clair. Ce n'est pas notre scénario pour 2023, c'était un exemple, comme on peut avoir une guerre malheureusement, comme on peut avoir un chiffre d'inflation, comme on peut avoir on a vu une pandémie, pareil, c'est pas mon scénario pour 2023, une crise bancaire. Sur les 3 dernières années, une crise bancaire il y a un mois. Donc, voilà, il faut savoir protéger le portefeuille, prendre des bénéfices et on le fait via une vente de futurs. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Alors, le portefeuille d'NC Evolutive, comment il est positionné actuellement? Donc, comme on est plutôt constructif sur les actions, on est investi à 70% actions. Ce que je vous expliquais, c'est que le curseur, c'est 30-100%. Vous voyez, on est à 70% investi en actions avec un style d'action qui est dit blend. Qu'est-ce que c'est que blend? C'est-à-dire qu'on n'a pas des valeurs uniquement de croissance, ou value, ou cyclique, ou défensive. Nous, on trouve qu'il y a de la valeur dans les différentes catégories d'actions. Pour faire très simple. On aime bien la value, notamment dans la construction, parce qu'on pense qu'il y a encore La value, qu'est-ce que c'est? La value, c'est des valeurs qui sont décotées par rapport à leur actif net comptable. En gros, par rapport à la valeur de leur entreprise, elle est décotée en bourse. Donc, qu'est-ce qu'on achète? On achète une valeur en bourse qui vaut, selon nous, 30%, qui est 30% inférieure par rapport à notre modèle et l'estimation que l'on a de l'entreprise, la valeur nette comptable, par rapport aux fonds propres pour des banques ou par rapport à la prévision de résultats futurs qu'on peut avoir sur une entreprise. Donc, les values sont des valeurs plutôt décotées, délaissées par le marché, qui, selon nous, ont un potentiel assez important. Selon nous, enfin, généralement, les valeurs values sont plutôt des valeurs qui sont cycliques, domestiques, des banques, de l'assurance, de la construction, comme Saint-Gobain, vous voyez, pour prendre quelques noms. Et les valeurs qualité et croissance sont plutôt des valeurs qui ont une pérennité et une récurrence dans leurs résultats. On pense à LVMH, notamment aujourd'hui. On pense à un truc comme Nestlé, L'Oréal, sont des valeurs qui sont plus chères en termes de valorisation, mais vous avez une pérennité dans les résultats, dans la croissance,
dans la génération de cash flow, dans le dividende et donc forcément dans les résultats d'entreprise. Donc, ce sont des valeurs qui sont généralement plus chères, mais selon nous, on peut avoir les deux types de valeurs. Donc, dans un DNCA évolutif, vous êtes investi à 70% en actions. Je reviendrai après sur le domaine géographique, mais 70% en actions avec un style value décoté. On a un potentiel fort de réévaluation du cours de bourse et des valeurs qualité-croissance qui ont des croissances de bourse plutôt régulières au fur et à mesure des années, de par la qualité de leurs résultats et la qualité de leur business model. Alors, ça me fait plaisir là, de voir 70% actions et 30% crédit. Donc, ça veut dire que vous êtes constructif et que vous y croyez. Et en plus, je vois que le cash est à 1%. Ça me rappelle une fois un gérant où il était acheter mon fonds, mais il avait 20% de cash. Donc là, vous croyez, vous avez des convictions. Le cash peut rémunérer 3% cette année, mais nous, on nous paye quand même pour avoir des convictions sur les titres actions. Bien. Et sur la partie obligataire, je vais en parler là, sur la partie obligataire, brièvement, vous avez un portefeuille évolutif qui a un rendement actuel, donc un rendement embarqué pour cette année de l'ordre de 4%, sans prendre trop de risques, puisque le portefeuille, il est très court. Il a une maturité moyenne de 2 ans et demi. En gros, on a des titres obligataires que ce soit emprunt d'État et obligations d'entreprise, très très court. Donc en gros, on a pour 30% de notre portefeuille une rémunération de 4,5, entre 4,30 et 4,5 par an. Vous voyez, c'est un vrai moteur de performance que l'on a. Que l'on n'avait plus ces 5 dernières années du fait des politiques budgétaires et monétaires, très très expansionnistes. Vous avez les taux très très bas. Je pense que je n'apprends ça à personne, mais voilà, on retrouve du rendement. Donc c'est pour ça qu'un fonds comme évolutif, c'est intéressant. C'est que vous avez deux moteurs de performance, le moteur action et le moteur taux crédit. Alors si je me concentre un peu plus sur le deuxième pilier, ce que je vous expliquais, comment on pilote l'exposition action. La pertinence d'un fonds flexible comme évolutif, si vous voyez, c'est qu'on fait le travail à la place du particulier. C'est que nous, on essaye au mieux qu'on peut, vendre quand il faut vraiment, le fonds est bien valorisé, les marchés sont bien valorisés, et on essaye d'acheter vraiment au pic de volatilité, quand généralement le particulier a envie de vendre. C'est à ce moment-là qu'on essaye d'acheter. Vous voyez, le portefeuille, pendant la crise du Covid, là vous voyez, il a été investi à peu près, avant la pique du Covid, on a été investi à 30%, avec un portefeuille très, 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 très défensif. Alors la question, c'est est-ce que l'évolutif PEA a la même composition? Quasiment. L'évolutif PEA, il a juste un petit peu moins d'obligations pour respecter le ratio PEA, mais il a la même composition que le fonds DNCA évolutif. Donc vous aurez les mêmes valeurs, la même stratégie, le même pilotage de l'exposition dans l'évolutif PEA. Donc ici, vous voyez que l'exposition, elle évolue. Donc c'est les fonds flexibles. Un fonds flexible, si vous l'achetez et que vous voyez que finalement votre gérant est tout le temps investi entre 50 et 60, ce n'est pas un fonds flexible. Un fonds flexible, il doit pouvoir profiter des bornes d'investissement qu'il a. Donc là, on a été à 30% en 2020. A contrario, au moment des élections américaines, du vaccin, d'une politique de la Fed qui était accommodante, on a été investi jusqu'à 85%. Vous voyez, on a vraiment fait varier l'exposition action. Ça, c'est un fonds flexible. On essaie de faire du mieux qu'on peut, mais un fonds flexible, il doit avoir une exposition action qui varie. Là, je vous ai montré l'exemple. On a investi à 69%. On était un peu moins investi cet automne et au sortir de l'été 2022 parce qu'on était assez inquiet sur l'explosion du prix du gaz en Europe qui aurait pu engendrer une grave récession en Europe, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, l'exposition action, elle est de 70. J'ai jugé bon vous expliquer qu'un fonds comme évolutif, vous avez une exposition qui est pilotée de manière dynamique. On ne reste pas entre 50 et 60% tout le temps. L'exposition du portefeuille, l'avantage aussi, c'est que quand vous achetez du DNCA évolutif, c'est que vous achetez une exposition plutôt européenne, hein, avec des titres européens, ASML, Novo Nordisk, du Schneider, des belles valeurs européennes, même du Saint-Gobain, vous avez des belles valeurs européennes, même value, comme je vous expliquais, et des valeurs de croissance, et vous avez aussi des valeurs internationales. L'idée, c'est d'internationaliser au maximum le portefeuille. Donc, vous avez des fonds des titres comme Microsoft, hein, qui bénéficient prenez-vous des expositions sur le DAX et sur. Alors, sur le DAX, je ne réponds pas, d'accord, on en parlera après, d'accord. Donc, je finis ma présentation et puis je prendrai les questions après. Sur les fonds, sur les valeurs américaines, on a plutôt des valeurs qui bénéficient de tendances structurelles de croissance. Microsoft, c'est du cloud, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des jeux vidéo, c'est du back-office. On est sur entre 6 et 8% de croissance organique tous les ans, quel que soit le cycle. Alors, ça peut être 6 si le cycle est mauvais, ou 8 ou plus de 8 si le cycle est bon. Donc, on est sur vraiment typiquement les valeurs de croissance.
qui génère beaucoup de cash flow, qui fait du buyback, qui rachète ses actions, qui a un cours de bourse qui est généralement en progression, sauf l'année dernière, je peux vous expliquer avec la hausse des taux. On a un type comme Visa aussi, pareil, qui bénéficie de l'explosion du tourisme mondial qui repart, donc beaucoup plus de commissions chez Visa quand vous voyagez. Disney, c'est une valeur qu'on aime bien parce que vous avez deux histoires structurelles. La réouverture de la Chine avec, avec les parcs à thème que vous connaissez en Chine, le consommateur américain qui reconsomme et qui consomme énormément dans ces parcs à thème, en Europe aussi. Et vous avez aussi une patte streaming, notamment via Disney+, qui a pris des parts de marché à Netflix, qui est sur une tendance, selon nous maintenant, structurelle de croissance. Et c'est vraiment le relais de croissance chez Disney. Vous avez les parcs à thème, la réouverture, les hôtels, les croisières, tout le monde veut consommer, veut voyager. Et vous avez la patte un peu plus structurelle, long terme, sur la croissance via le streaming. On a du Uber, on a du JP Morgan. Pourquoi on a mis du JP Morgan? On a mis du JP Morgan parce que c'est une banque globale américaine qui, selon nous, sera une grande gagnante de la crise qu'on a pu connaître aux États-Unis le mois dernier. Ça a été opportuniste de faire des banques, et on en avait très peu, on a renforcé la partie JP Morgan. Vous voyez un portefeuille qui est sur des valeurs que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, mais vraiment qui bénéficient de tendances structurelles de croissance. Novo Nordisk qui a sorti des résultats aujourd'hui. Novo Nordisk, c'est le laboratoire pharmaceutique danois qui bénéficie via son médicament Wegovy, qui bénéficie des tendances d'obésité, de diabète, qui sont malheureusement très présentes dans le monde et en croissance. Donc on a Novo Nordisk depuis de nombreuses années a publié aujourd'hui de très bons résultats. Vous avez des croissances de l'ordre de 10-15% par an, de manière régulière sur Novo Nordisk. Schneider, beaucoup d'électrification de l'économie, transition énergétique via Schneider, via Nexans. On a beaucoup de ces thématiques-là aussi en portefeuille. Je ne peux pas toutes vous les mettre, mais voilà, on a un portefeuille, je voulais vous expliquer, un portefeuille qui est global, européen et aussi global. Les performances. Les performances. Depuis le début de l'année, le fonds il est en performance de l'ordre à aujourd'hui de l'ordre de 8%. Donc un portefeuille qui s'est bien comporté, parce qu'un portefeuille qui était exposé sur la tech, un portefeuille qui était exposé sur le luxe. La première pose du fonds, c'est LVMH, vous voyez, vous l'avez mis ici. On était à 6,5. Donc un portefeuille qui était aussi exposé sur les cycliques, des valeurs value, décotées, mais qui ont un potentiel de croissance important. Donc il y a une partie de la hausse qui est faite. On a aussi bénéficié de la partie obligataire qui s'est très bien comportée, notamment sur le crédit court, qui contribue à hauteur de 1%. Donc vous voyez, on a un moteur obligataire qui a contribué. Les performances, donc cette année, c'est 7% depuis le début de l'année. Le potentiel, vous allez me demander, parce que c'est ça qui est intéressant. Nous, on pense qu'on a encore du potentiel sur la patte value. Les valeurs sont très en retard, très décotées, très en retard. Donc on a des potentiels de gains importants. La partie croissance, selon nous, elle est peut-être un peu vite depuis le début de l'année, mais c'est des tendances très long terme. Donc, c'est-à-dire que la partie value, croissance, pardon, va peut-être un peu être en retrait sur les prochains mois, mais c'est des tendances très long terme tous les ans. Et la partie obligataire, c'est un moteur encore important. Donc, un fonds comme Evolutif, cette année, il peut faire une performance, en rattrapant la sous-performance de l'année dernière, au-delà de 10%. Je pense qu'on peut enregistrer des performances intéressantes. L'idée, c'est vraiment de faire 2 tiers de la hausse du marché. Pour l'instant, on est dans les clous. Vous n'avez que 13%, j'ai une question d'un client là, qui est intéressante, 13% sur les États-Unis dans votre stratégie, alors que les États-Unis représentent plus de 55% des marchés boursiers mondiaux. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de valorisation. Le marché européen, les valorisations du marché européen sont sur leur moyenne historique. Donc, il y a de la valeur encore aux États-Unis. En Europe, c'est pas cher. Aux États-Unis, on est à hauteur de 20% supérieur à la moyenne historique. Donc, le marché américain est plus cher. En même temps, il est plus cher parce qu'il y a plus de croissance. Les entreprises technologiques, innovantes. Effectivement, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il faut avoir des États-Unis, il faut en avoir plus. Donc, le travail que l'on fait au sein de NCA Evolutif, c'est qu'on veut renforcer cette partie-là américaine, mais on ne veut pas la renforcer à n'importe quel prix. On attend d'avoir des points d'entrée plus intéressants. Le marché américain, il allait assez vite, il a peu corrélé finalement. Donc on attend d'avoir des points d'entrée assez intéressants pour renforcer la partie américaine, parce qu'on est sur des entreprises qui sont sur des tendances de croissance long terme. Alors je parle pour Bourse Direct, quand on construit un portefeuille sur un client, c'est vrai que historiquement, tous les gérants français sont toujours
sous-exposé au marché des Américains. C'est normal parce que il y a de la distance, il y a plein de raisons pour expliquer ça. Et donc, quand vous voulez chercher un peu coller plus aux indices ou vous exposer aux États-Unis, qui ont effectivement cette croissance qui est toujours supérieure à l'Europe historiquement, c'est vrai de mettre un bon fonds américain, d'une belle maison américaine dans votre allocation. C'est une très bonne chose. Donc, prendre des sociétés de gestion qui s'ouvrent sur l'international pour aller faire du stock picking sur les actions, et ça, c'est votre métier, vous le faites bien, j'ai aucun souci là-dessus. Et si on veut s'exposer un peu plus sur les États-Unis, donc chez Bourse Direct, je recommande historiquement d'aller chercher un fonds Pure Amérique. pur Amérique. Évidemment. Sur les performances, est-ce que entre le PEA et le PEA et le français, il y a un gros écart ou À peu près, le PEA et l'international? l'année dernière, le PEA s'est mieux comporté. Cette année, il y a à peu près 1,08 d'écart, donc c'est à peu près pareil. Il s'explique juste parce que sur PEA, on a moins d'obligations et le moteur obligataire était important en début d'année. Mais le potentiel sur les motifs PEA, selon moi, est peut-être un peu plus important à partir de maintenant, puisqu'il y a une exposition action qui est un peu plus élevée. On a aussi le fonds PEA est un tout petit peu plus petit, donc on a quelques valeurs qui sont un peu plus mid et mid cap par rapport au fonds évolutif. Et les mid cap sont un peu plus en retard par rapport aux grandes valeurs, aux grandes capitalisations. Et on a un potentiel de hausse sur 5% du fonds qui, selon moi, est un peu plus significatif. Ok, super. J'avais une question tout à l'heure, c'était est-ce que les gérants arrivent à battre les indices statistiquement? Comment je te laisse répondre. C'est une bonne question. Tout à fait légitime. Brut de frais, oui. Non, j'ai envie de dire ça, mais non. Les indices, ils ont été durs à battre ces dernières années parce que vous aviez les ETF qui bénéficiaient des tendances plutôt de banque centrale où vous aviez les flux, vous aviez des thématiques sur l'ISR, plutôt des valeurs de croissance. Donc effectivement, c'était très dur à battre parce que beaucoup de flux allaient sur les indices thématiques, même le CAC 40. C'est-à-dire que le CAC 40 est dur à battre, il faut avoir 10% de LVMH. C'est dur d'avoir plus de 10% de LVMH dans un portefeuille. Dans les phases où les banques centrales et les liquidités sont très importantes, c'est dur de battre un indice, je reconnais. Enfin, de battre un indice, le CAC 40 ou même le S&P 500, il faudra avoir à peu près 20% de GAFA. C'est dur à avoir. Dans un marché de stock picker que on retrouve de la valeur sur les valeurs value très décotées, sur le marché obligataire, sur certaines valeurs de croissance. Je pense qu'on retrouve c'est beaucoup plus facile pour nous de rebattre les indices maintenant que les banques centrales ne déforment plus les indices boursiers, c'est un peu technique, mais de par les liquidités qui vont s'investir sur les durations très longues, des entreprises qui ont des durations longues. D'accord. Euh, Moi, je fais confiance à l'humain et donc je préfère investir dans des gérants plutôt que dans des ETF. C'est plutôt perso. Et sur la durée, sur la longue durée, je pense que la gestion active que vous faites est meilleure que les indices. Et j'avais des clients dans l'année 2000 qui ont investi sur le CAC à 7000 points et ils retrouvent juste leur Voilà. niveau, hein. Donc, il faut faire aussi attention sur ces points-là. Tu voulais aborder quelques points supplémentaires? Moi, j'ai parlé d'à peu près tout, le portefeuille obligataire. Juste repréciser que voilà, ces fonds flexibles, diversifiés, ils retrouvent selon moi vraiment ce que j'expliquais, deux moteurs, le moteur obligataire, le moteur action. Un portefeuille qui va être flexible, donc qui pourra bénéficier, si le marché se comporte bien, de notre exposition au marché. Si le marché se comporte moins bien et qu'on fait bien notre travail, il sera défensif. Donc on est, je pense, les fonds flexibles, ils retrouvent toute leur valeur et tout leur intérêt dans les prochaines années à venir. On en parlait la dernière fois avec le fonds Eurose. Est-ce qu'il a bien fonctionné ce mois-ci? Bah, plutôt bien. Rose est revenu à son point le plus haut de début d'année, donc on doit être à 3,80 à peu près sur un produit comme Rose. Bon, bah, super. On est complètement dans les clous sur Rose. Ah, bah, très bien. On va aborder après la gestion pilotée avec Benjamin. Augustin, donc tu devais partir. Donc merci, Merci à Augustin vous. Merci pour vos questions. d'être venu. Et maintenant, ça va être donc Benjamin qui va reprendre le relais. Je te remercie beaucoup, Augustin. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je regardais juste le temps, ça fait 48 minutes, donc du coup je vais essayer de... Non, non, bah attends, c'était très bien. Enfin, Non, non, c'était super. Non, non, mais c'était très bien. c'est ce que je veux, c'est Voilà, de faire des points on est marqués allé. comme ça parce que les clients aussi, ils ont un point qui est très difficile, c'est que on est sur les plus hauts historiques là. Tout à fait. Et donc, c'est quoi faire? Et donc, entendre des gérants qui sont positifs et que les marchés sont. Il y a d'autres actions à prendre, il y a de la rotation à faire, qu'il va y avoir de la volatilité, qu'il faut aller chercher d'autres choses, et que c'est un marché de gérants, et donc c'est une bonne chose. Donc, c'est intéressant d'avoir fait ça. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Du coup, bah, pour faire un petit point sur la gestion pilotée en 10 minutes, je pense, Oui, chrono, on a eu un oui, point c'est assez large sur les marchés, de tout ce qui s'est passé ou autre. Pour ceux qui n'étaient pas là à la précédente vidéo, peut-être de rappeler rapidement ce que c'est la gestion pilotée. C'est vraiment aujourd'hui pour les clients qui n'ont pas trop d'appétence à aller suivre les marchés un peu comme le font des gérants. Alors, des fonds comme Evolutif ou Euros sont des fonds intéressants parce que ce sont des fonds, comme on dit, flexibles, patrimoniaux, des produits un peu tout-terrain. Donc, c'est des produits, on va dire, un peu cœur de portefeuille. Donc, c'est-à-dire pour le client qui, dans son assurance vie ou sur ses comptes titres ou autres, aime bien faire son allocation, c'est souvent des produits qu'on met cœur et à côté, on met des fonds actions US, comme tu l'expliques, des fonds émergents, des choses comme ça. Après, il y a d'autres gens qui n'ont pas cette appétence à suivre les marchés et c'est compliqué. On a tous des travaux, enfin, du travail, pas le temps de consacrer énormément là-dessus. Souvent, on a plutôt confiance à donner les clés à un gérant qui fait ça toute la journée. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place chez DNSA un pôle qui s'appelle la multigestion. Et là, le but, ce sont des gérants comme Augustin que vous voulez voir. La seule différence, c'est qu'Augustin, lui, au quotidien, il va aller rencontrer des entreprises pour savoir s'il va investir dedans, donc des Microsoft, des LVMH ou autres. Là, vous avez des multigérants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller voir les gérants comme Augustin et vont voir s'ils leur font dans les classes d'actifs qu'ils gèrent, donc que ça soit des obligations, des actions US, des actions émergentes ou autres, ont un très bon historique de performance, s'ils ont des convictions qui font sens par rapport à leur vision un peu macroéconomique, et donc eux, du coup, ils vont avec l'argent que vous leur confierez, vont aller faire l'allocation à votre place. Ça veut dire qu'ils vont créer un portefeuille avec une vingtaine de fonds maison. Et le but, c'est d'avoir une diversification en termes de classes d'actifs, donc actions, obligations, monétaires ou autres. Une diversification en termes de zone géographique. Donc on pourra aller chercher des fonds européens comme évolutifs, enfin à dominante européenne comme évolutifs, des fonds américains, des fonds émergents ou autres et aussi une diversification en termes de style de gestion. Ça, c'est important, il l'a expliqué Augustin. Vous pouvez avoir des fonds qui sont très orientés croissance, des fonds qui sont très orientés type value, on l'a dit, hein, les valeurs décotées de rendement qui offrent des gros dividendes. Donc voilà, ça va être vraiment à l'équipe de multigérants par rapport à la vision macroéconomique d'allouer en fait les avoirs des clients sur les classes d'actifs et les zones géographiques qui font sens pour eux. Euh, donc, vous voyez, chez DNCA, l'équipe, il y a 3 personnes, donc c'est important. Aujourd'hui, sur les 30 milliards d'encours qu'on gère, ça représente à peu près 1,5 milliard. On fait partie aujourd'hui sur la place parisienne, on fait partie enfin, des acteurs français où on a le plus d'encours en multigestion. On a de la chance, alors là, c'est ma petite seconde commerciale. Bon, le David Tissandier, qui est le responsable de l'équipe, alors c'est vraiment des décisions collégiales, hein, mais qui est le responsable, a été récompensé l'année dernière. L'année vient de commencer 2023, mais en 2021 et 2022 comme étant meilleur sélectionneur français. Donc voilà, ça montre quand même qu'on a un travail qui est vu. Et en plus, c'est récompensé par ses pairs. Donc c'est vraiment tous les multigérants de la place qui élisent le meilleur gérant. Donc voilà, l'approche, on fait un peu la même chose hein, que sur un fonds comme évolutif. Hein, dans les faits, ça va vraiment se cantonner à une chose, c'est de regarder un peu, de se fixer un scénario macroéconomique, par rapport à ça, de se dire quelle classe d'actifs dans lesquels on va investir, sur quel curseur action obligataire on va exposer le fonds, enfin le mandat, pardon, la gestion pilotée. Et après ça, bien entendu, on va aller sélectionner les fonds. Donc quand vous sélectionnez un fonds, qu'est-ce que vous faites? Il y a une première analyse qui est quantitative, bien sûr. Donc ça veut dire quoi quantitative? On va voir si le fonds, dans les phases de crise, il a tendance à plutôt bien à les passer sereinement. Si dans les phases de forte hausse, il a tendance à générer de la bonne performance. Est-ce qu'il est bon par rapport aux autres fonds de sa même catégorie? Ça, c'est important. On ne va pas aller si vous nous confiez un peu les clés du camion, comme on dit, on ne va pas essayer d'aller chercher les gestions les moins connues et les moins performantes.
Après cette analyse quantitative, on va faire une analyse qualitative, on va aller rencontrer les gérants, ça c'est très important. Comme Augustin rencontre des sociétés, eux veulent rencontrer les gérants de fonds, vont voir si finalement ils ont à peu près la même vision du marché, s'ils sont à l'aise par rapport à la philosophie de gestion du produit, et ensuite on est sur une construction de portefeuille. Donc ça donne quoi? Ça veut dire chez DNSA aujourd'hui, les profils qui sont proposés chez Bourse Direct, il y en a trois, c'est ce qu'on fait souvent, hein. Un profil prudent, où le curseur action pourrait évoluer entre 0 et 30%. Donc souvent on parle de SRRI, alors maintenant on va parler de SRI, qu'il faut jouer, mais je pense qu'aujourd'hui ça sera entre 2 et 3. Aujourd'hui, on est l'exposition actuelle action sur le fonds, sur la gestion pilotée prudente est de 25%. Donc, vous voyez, on est plutôt sur le curseur haut, comme l'expliquait, on est plutôt constructif. Sur le profil équilibré, ça sera entre 40 et 60% en action. Aujourd'hui, on a investi à hauteur de 52%. Et sur le profil dynamique, on sera investi entre 60 et 100% en action. Et aujourd'hui, on est à peu près à 79%. Alors, pour faire un point, je vois que le temps a filé assez rapidement sur les différents, on vous enverra la présentation, mais qu'est-ce qu'on a fait sur le dernier mois? Je rebondis sur la question tout à l'heure de Nicolas. On a décidé à un moment donné où je crois que c'était le 9 mars, si je ne me trompe pas, le sujet SVB, enfin la Silicon Valley Bank. Donc c'était le vendredi 9 mars, si je ne me trompe pas, ou le lundi. Bon, c'était le vendredi 9 mars. Donc du coup, ce qui s'est passé, beaucoup d'euphorie sur les marchés, sur la partie taux, ça a été la dégringolade sur 2-3 jours. Sur les marchés actions, pareil. On n'a pas voulu faire des mouvements précipités. En fait, on sent que le marché s'est très rapidement précipité. Tout le monde avait peur d'un effet domino extrêmement fort. On a plutôt eu à cœur de penser, comme l'expliquait Augustin, que ce soit les banquiers centraux, les États ou autres, allaient faire le nécessaire pour éviter un effet domino, que ce soit aux États-Unis et en Europe, parce que les États et les banquiers centraux n'ont aujourd'hui aucune velléité à ce que le système bancaire puisse être touché. Il faut quand même se dire une chose, hein, souvent les clients finaux, on le voit, se posent souvent des questions sur les dépôts dans les banques, ça leur fait beaucoup peur. Il faut quand même se dire que depuis 2008, on sent quand même que les banques centrales ne laisseront plus, enfin si c'était à refaire, je pense que Lehman Brothers seraient sauvés et ils auraient ouvert la planche à billets bien en amont. Donc voilà, c'est des choses importantes. Donc dans cet effet-là, on n'a pas voulu en fait changer notre scénario de base, hein, qui était de se dire sur la partie obligataire, on reste sur des durations courtes. Donc ça nous a plutôt protégés dans les différents profils. Le fait de se dire voilà, d'aller chercher des maturités plus longues, on n'était pas bien rémunéré pour ça. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait parce que sinon on aurait impacté les portefeuilles. Donc on était plutôt prêté de l'argent sur les durations courtes. Donc vous voyez, hein, sur un portefeuille aujourd'hui prudent, la principale position, c'est un fonds de la maison, c'est un fonds qui a très bien marché, DNC Invest Alpha Bonds l'année dernière, parce que dans un marché qui était fortement en performance négative l'année dernière sur les taux, qui a fait à peu près moins 13, moins 15, un fonds comme Alpha Bonds avait fait 6% de performance. Depuis le début de l'année, il est à peu près à plus 2, mais surtout ce qui est important, c'est que dans la phase SVB, on a dû perdre au maximum 50 points de base à un instant T. Donc voilà, c'est des produits qui ont eu la possibilité dans les phases un peu de soubresaut, de couvrir le portefeuille. Donc c'est ce qu'on essaie de faire sur le positionnement du produit prudent, c'est de se dire, on a des produits comme Alpha Bonds qui sont des produits un peu de multistratégie, donc qui peuvent être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus dynamiques à l'instant T, et des produits à côté, donc EDR Bond Allocation, c'est un peu la même chose, et à côté de ça, on va aller sur des produits plus directionnels, on va prêter de l'argent à des entreprises, mais sur du court terme, parce que la volatilité est moindre et on trouvait qu'à court terme, on est très bien rémunéré. Je vous donne un exemple, hein. Aujourd'hui, quand les taux courts français sont à 3%, les taux longs français à 10 ans sont à 2,90. Donc aujourd'hui, quel est l'intérêt de prêter de l'argent à la France sur une période de 10 ans, alors qu'à court terme, vous avez une rémunération qui est même supérieure? Voilà, c'est juste d'exposer à peu près les choses. Donc voilà ce qu'on a fait à peu près sur le positionnement sur le portefeuille prudent. Donc la performance depuis le début de l'année sur le portefeuille prudent, on est à 3%, enfin 2,9% net de tout frais. Donc ça c'est important. L'indicateur de référence est à peu près à 3,9%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'indicateur de référence, il y a à peu près 20% d'Eurostoxx. Donc l'Eurostoxx c'est dans sa plus belle année depuis à peu près un an glissant. Je crois qu'on doit faire à peu près 15% sur l'Eurostoxx. Alors, comme l'a expliqué Augustin, si cette année vous n'aviez pas de technologie et de luxe,
vous êtes loin de ces performances-là. Donc nous, ce qui est important, c'est qu'on a un portefeuille équilibré. Bien entendu, on a du luxe dans les portefeuilles, enfin dans les fonds dans lesquels on investit, il y a des parts de luxe ou autres, mais ce ne sont pas des secteurs qui sont non plus surreprésentés. Sur un portefeuille... ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de truc, j'ai grandi, excusez-moi. Hop. Sur le portefeuille plutôt équilibré, donc comme je l'avais expliqué, on a à peu près 55% d'exposition en actions. Toujours, on va avoir sur la partie obligataire, tout ce qui est la partie obligataire, vous voyez, 31%, on va toujours être sur des stratégies, comme je l'ai expliqué, un peu global macro, de performance absolue. Et à côté de ça, sur la partie action, on va privilégier, on a renforcé, enfin, on privilégie un peu l'Europe toujours, on a 18,7%. Augustin l'a très bien expliqué tout à l'heure, hein, on est sur des marchés qui sont historiquement plus faibles que la valo, enfin qui sont plus faibles. Enfin, les marchés sont beaucoup moins chers que la moyenne historique. Donc ça, c'est pour ça qu'on a tendance à aller dessus. On a quand même aujourd'hui des États-Unis. Sur les États-Unis, on a tendance à aller sur un produit comme Comgest Gross America, plutôt orienté croissance. Augustin l'a expliqué, depuis le début de l'année, sur les marchés américains, ce qui a eu tendance à repartir, ça a plutôt été la tech. Donc c'était intéressant, donc plutôt un biais croissance. On a aussi quand même du Franklin US Opportunities parce qu'on trouve que sur les marchés américains, voilà, la croissance, on l'a expliqué, est toujours sur un niveau assez haut. Sur la partie value, il y a un peu plus à aller chercher, donc c'est pour ça qu'on va sur quelque chose de diversifié, où on a, vous voyez, 4% d'exposition sur un produit value américain et 5% sur un produit plutôt croissance. Sur le profil dynamique, et après, alors la performance depuis le début de l'année, pardon, on a 4,6%. Alors, l'indicateur de performance, alors ça, vous me direz tout à l'heure, il y a des gens qui vont se dire, parce qu'on fait 4,6% de performance nette de tout frais depuis le début de l'année, ce qui est une bonne performance par rapport à l'indicateur de performance. À titre de comparaison, aujourd'hui, le MSCI World, qui est l'indice international action, il a plus 4,8. Vous voyez, sur un profil équilibré, on fait à peu près la performance du marché action international. A contrario, l'Eurostoxx est à plus 14, et le CAC 40 est à plus 13, et l'indicateur de référence de cette gestion pilotée, c'est 50% Eurostoxx. Donc s'il y a des clients qui me posent la question de se dire, bah, tiens, on est un petit peu derrière, c'est parce que depuis le début de l'année, sur l'Eurostoxx, il fallait avoir quasiment que du luxe et de la tech. On va en revenir en 5 minutes. Et voilà, Est-ce nous, on que, est sur un portefeuille. est-ce que les performances là-dessus sont nettes de frais? Oui, c'est net de frais. C'est vraiment net de frais, là, C'est ça. et c'est la performance du client, c'est la performance du client dans un contrat d'assurance vie. Donc les contrats d'assurance vie Bourse Direct font 0,75 de frais de gestion. Ça veut dire que vous avez fait 0,75 de mieux. C'est ça, Et c'est exactement. l'assureur qui prélève 0,75. Il y a les frais de la gestion pilotée aussi. Et les frais de la gestion pilotée en plus. Donc là, c'est net de. Mais après, ce qu'il faut voir, parce que je crois qu'il y avait une question, je peux rebondir tout de suite, mais en le montrant le slide d'après pour la performance des fonds, pour la performance du produit dynamique. Donc vous voyez, la dynamique, 5,1 de performance, et l'indicateur de référence, 3,9. Il y a quelqu'un qui va me dire, attends, je ne comprends pas, le 7% sur l'autre. Bon, ça, c'est une chose qu'on pourra peut-être changer plus tard, mais en fait, comme nous, notre gestion pilotée se veut internationale, le but, c'est vraiment de se dire sur la gestion pilotée, on est capable aujourd'hui d'aller chercher les classes d'actifs là où elles se trouvent dans le monde, et qu'on n'ait pas d'excuses à dire non, écoutez, on avait une gestion pilotée plutôt européenne, donc quand l'Europe baisse, désolé messieurs les clients, mais messieurs, dames, voilà, on ne va pas pouvoir aller chercher de la performance ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis un indice qui est 70% MSCI World. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, comme je vous l'ai expliqué, le MSCI World depuis le début de l'année fait simplement 4,8%, quand l'Eurostoxx et le CAC 40 sont à plus 15. Donc les clients on avait une question d'un client qui était investi en avril de l'année dernière, 2022, et qui expliquait, je ne comprends pas, parce que sur un profil équilibré, le CAC depuis, alors j'ai pas vu la performance, mais le CAC a dû faire depuis l'année dernière au moins 25-30%, je pense, facilement. Ça n'a pas été le cas on n'a pas autant rebondi sur les gestions pilotées. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup plus diversifié en termes de zone géographique, et que l'année dernière, la performance du CAC 40, c'était pratiquement essentiellement Total, l'armement, Thales et une boîte comme Dassault, et les financières. Donc voilà, c'était des secteurs assez types, un peu comme cette année, où en Europe, ce qui monte aujourd'hui, c'est la tech et le luxe. Donc voilà, c'est de se dire, sur les gestions pilotées, vous êtes quand même plus diversifié, que ce soit en termes de zone géographique, en termes de style de gestion, et surtout de secteur. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir quelque chose qui, sur le long terme, fasse mieux que les indices, mais surtout qui soit beaucoup plus robuste et plus diversifié. J'ai vu une question sur l'Asie et les émergents. On en a un. On en a, c'est juste qu'aujourd'hui, il faut quand même faire un peu plus attention. Vous voyez là, les actions émergentes, on en a 12,7% sur le portefeuille dynamique.
On en retrouve aussi dans les actions internationales. Alors attention, dans les émergents, on fait attention. Alors bien entendu, il y a un peu de Chine, il y a un peu de Brésil. Les émergents, il faut quand même faire attention parce que, vous voyez, la Chine, c'est assez particulier. La Chine aujourd'hui, depuis 2021, c'est la zone géographique où je pense, moi qui côtoie beaucoup d'asset managers, tout le monde disait bah, 2021, enfin 2022, c'était l'année de la, enfin 2021, c'était l'année de la Chine. Ça a été assez compliqué parce que finalement, ils ont relevé les taux avant tout le monde. Ok, donc 2022, les gens se sont dit, bah là, c'est l'année de la Chine parce que les banques centrales ont armé la hausse des taux avant les pays occidentaux et donc du coup, eux, bah, là où ça ira un peu plus mal dans les pays occidentaux et ce qui a été le cas, ça ira mieux en Chine. Finalement, la Chine, politiquement, ils viennent avec la politique zéro Covid, donc ils tuent un peu enfin, ils tuent leur économie. Ils bloquent l'économie à un instant T, donc marché chinois très compliqué. Et là, depuis le début de l'année, ça peine à s'y un peu partir. Donc, les émergents, c'est très bien. Maintenant, il faut faire attention. La Chine, aujourd'hui, se paye pas très cher. Aujourd'hui, que ce soit dans la techno, dans le tourisme ou autre, enfin, il y a vraiment des boîtes sur lesquelles on peut avoir envie d'investir. Maintenant, il y a toujours ce contexte géopolitique qui reste compliqué. L'Inde, c'est un peu pareil. On fait attention à ça. Ça veut dire qu'on diversifie aujourd'hui les avoirs des clients. On va chez vous avez une boîte qui s'appelle Gemway qui sait bien faire ça. Vous avez Pictet qui sait aller aussi un petit peu dans les émergents. Carmignac, pardon, je ne veux pas dire Pictet, je veux dire Carmignac qui sait faire aujourd'hui de l'émergent. Maintenant, voilà, on pondère ça. Il faut être investi dans les pays émergents parce il y a de la valeur là-bas. Il y a toujours des contextes géopolitiques qui sont plus compliqués et donc qui amènent plus de volatilité. Donc, voilà, on essaye de sous-pondérer, on essaye de faire des choses très visibles là-bas, des secteurs qui ne se payent pas si cher. Mais voilà, on fait attention quand même parce que ça reste très volatile pour le client. Alors, j'ai la question d'un client qui pose la question sur Taïwan, mais Taïwan Bah, c'est l'autre fera. sujet. Si on n'est pas parlé, mais c'est l'autre sujet de la Chine aujourd'hui. Pourquoi on ne veut pas non plus surpondérer la Chine? C'est l'effet Chine-Taïwan. Et alors après, bien sûr, on va me dire une chose, c'est que de toute façon, s'il y a un problème Chine-Taïwan, ça impactera les autres marchés. Et c'est sûr que aujourd'hui, l'un des principaux risques un peu des marchés, quand on utilisait est-ce que les marchés on les trouve un peu hauts ou pas, bah, c'est sûr que demain, s'il y a un phénomène Chine-Taïwan, ça sera beaucoup plus impactant. Bah, ça sera impactant comme la guerre en Ukraine à un instant T. Et c'est pour ça qu'Augustin, tout à l'heure, il disait, quand on veut renforcer le portefeuille action d'Evolutif sur la partie US, voilà, on sait qu'à un moment donné, il y aura des points d'entrée durant l'année qui seront beaucoup plus intéressants. Et c'est pour ça que c'est à nous, dans ces moments-là, d'essayer de réduire les phases de baisse et de renforcer dans les phases. C'est pour ça que je pense que 2023-2024, Bah, c'est sûr. ça risque d'être plus 20%, moins 20%, plus 20%, moins 20% sur les prochaines années. Et ça, faut bien comprendre que des excellents marchés pour les gérants, les stock pickers. Exactement. Donc, il faut choisir les bons stock pickers. Mais ils s'en sortent en général très très bien. Voilà. Ouais, ouais, j'ai- mais voilà, il faut avoir en tout cas dans l'allocation, il faut vraiment être constructif, il faut être global, il faut être multiclasse d'actifs. Et c'est important pour vous aussi, si j'avais une chose, hein, c'est de se dire aujourd'hui, quand vous avez de l'argent à placer, bah, c'est toujours intéressant d'essayer de lisser le point d'entrée, de ne pas tout rentrer au même moment et de pouvoir rentrer au fur et à mesure. Ok, écoutez, bah, je te remercie beaucoup Benjamin Bah, merci à vous, c'est pour un le plaisir. webinaire. Donc chez Bourse Direct, vous pouvez souscrire tous les produits des NCA sans frais sur les comptes titres, les PEA, PEA, PME, toutes ces choses-là. Vous nous contactez au service épargne pour qu'on route vos ordres pour que ça se passe bien et qu'on s'occupe de ça. Si vous avez besoin d'allocation d'actifs spécifiques adaptés à vous, vous nous contactez aussi pour qu'on vous accompagne là-dessus. Et sur la gestion pilotée, donner en gestion et pas s'en occuper, donc ça correspond à des profils de clients, ça correspond à plein de personnes, la gestion pilotée. Euh, Discutez avec nous pour voir un peu quel profil vous êtes, prudent, dynamique, équilibré, comment il faut contrecarrer telle ou telle chose. Donc, discuter avec nous, c'est hyper important. Euh,
Donc, alors la gestion pilotée, une petite question, c'est le contrat d'assurance vie coûte 0,75 en frais de gestion et c'est 0,20 supplémentaire pour accéder à la gestion pilotée de GDNCA. Et c'est pas cher payé, je trouve. Et Voilà. ce qui est important que j'ai pas dit tout à l'heure, la gestion pilotée, ça vous permet, à la différence des clients, souvent quand vous faites une allocation d'actifs, c'est d'aller chercher aussi des fonds qui sont décorrélés les uns des autres. Et ça, c'est important dans une allocation. Souvent, quand les thématiques marchaient bien, la techno, tout ça, les gens achetaient un peu les mêmes produits Oui. internationaux ou autres. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui est complètement décorrélé et qui fait sens sur un patrimoine dans le temps, enfin sur l'investissement sur une longue période. Ça, j'en ai vu, moi, en 99, 98, 99, des clients qui n'achetaient que de la dot-com, que Ouais, des valeurs technologiques, et ils ont pris moins c'est 90% ça. sur des On patrimoines s'en relève jamais. de dingue qui s'en relèvent pas 20 ans après sur ça. Donc il faut la diversification, on le dit, je le dis partout le temps, sur les produits fiscaux, les produits non fiscaux, il faut se diversifier, c'est une chose importante et voilà. Donc, alors se diversifier, c'est pas mettre non plus 40 lignes, hein, parce que quand vous Oui, achetez un fonds, il y a déjà aussi beaucoup de lignes. Mais une dizaine de fonds. Alors vous, je sais que dans votre gestion, mais vous êtes un petit peu plus actif, vous avez une c'est vingtaine. oui, parce qu'on est plus actif Vous et êtes qu'on vingtaine, peut trentaine de fonds, bouger les curseurs. mais on peut faire un peu moins en termes de fonds. Ben écoutez, j'ai été ravi de vous recevoir. Merci encore Benjamin. Merci à On se toi, donne rendez-vous dans un mois. avec plaisir. Je pense qu'on fera un fonds un peu un fonds obligataire pur, parce que les clients se posent beaucoup de questions aussi, Avec mais grand comment plaisir. ça marche une obligation? Donc ce serait bien qu'on aborde Avec ce grand plaisir. sujet-là. Et j'ai vu que vous avez l'Alpha Bonds qui marche Oui, plutôt bien aussi. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à jeudi prochain avec une SCPI, je crois. Non, mardi prochain, je reçois Keys pour un- une société civile dans l'assurance vie sur l'immobilier. Et ça va être très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure sur l'immobilier commercial aux États-Unis, c'est des questions à se poser. Et c'est intéressant avec qui la semaine prochaine, mardi et jeudi, et jeudi à 19 heures aussi, un webinaire avec, je crois, la SCPI Remake. Donc, bah, venez écouter pour voir comment mieux placer votre argent. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à tous. merci, au revoir.